D'abord, merci de votre attention et d'être venu. De toute façon, ce qui est pratique là par rapport à une salle de réunion, c'est que quand on s'ennuie, on peut s'évanouir. Donc, on peut disparaître. Alors, j'espère que vous ne vous ennuierez pas parce que ce que j'ai à vous dire, c'est quelque chose qui, en fait, vise à la fois à dire en quoi l'agriculture nous enseigne beaucoup de choses sur l'évolution, mais surtout, en quoi demain, on pourrait beaucoup plus prendre en compte les connaissances et les savoirs des sciences de l'évolution pour une autre agriculture, pour résoudre certains problèmes qui paraissent éventuellement difficilement contournables à l'heure actuelle. Alors, je vais m'aider de quelques images, mais rassurez-vous, je vais quand même essayer de, des fois, réapparaître avec vous. Et mes collègues me diront si on voit bien en plein écran ces images. Ben, c'est parfait. Merci. Alors donc, en fait, je voudrais d'abord vous dire que, évidemment, l'agriculture est une formidable leçon d'évolution et revenir, mais je ne vais pas faire l'historique de l'évolution, revenir un petit peu sur cette histoire d'évolution. Elle naît principalement en France. Lamarck est évidemment l'un des premiers penseurs de la biologie qui a vu le monde comme étant en évolution. Il lui manquait des mécanismes, c'est sûr, et le fait est que Charles Darwin a fait de ce point de vue-là des avancées fondamentales en 1859. Ce qui est intéressant dans l'ouvrage de Darwin, c'est que le premier chapitre est consacré à Variation under Domestication. Il prend en fait inspiration pour parler de l'évolution, inspiration dans le domaine domestique, en fait, et dans les plantes et les animaux domestiqués. Il trouve des exemples de changements qui sont réalisés sur des pas de temps qui les rendent perceptibles à l'homme, et il en tire en premier lieu des éléments pour soutenir sa théorie. Alors, Darwin va beaucoup s'intéresser à l'évolution des plantes et des animaux sous régime de domestication, puisqu'il reconsacre en 1868 un autre ouvrage à cela. Mais Darwin, il a un problème. Darwin a envisagé la sélection. Le problème, c'est que plus on sélectionne, plus on perd de la diversité, puisqu'on ne retient que ce qui est sélectionné. Et finalement, on finit par ne plus rien avoir à sélectionner. D'où vient la diversité dans laquelle tape la sélection? Alors, ça, c'est quelque chose, je passe les détails, mais on devra à un botaniste néerlandais de trouver un concept ou de découvrir quelque chose qui va vraiment nous générer en permanence de la diversité. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, ce botaniste-là. Vous avez intérêt à l'avoir reconnu parce que son nom n'est pas écrit sur la diapo. C'est Hugo de Vries. Hugo de Vries, il travaillait sur les zoonothères. Et les zoonothères, son matériel lui a montré que d'une génération à l'autre, il y avait des variations qui pouvaient apparaître et que finalement, il y avait des infidélités dans l'hérédité. Et il va s'opérer une grande convergence dans la théorie de l'évolution qui va permettre petit à petit d'intégrer des données de la génétique des populations et de la génétique tout court dans la théorie de l'évolution qui va transformer l'évolution darwinienne. Une autre chose d'ailleurs qui va transformer l'évolution darwinienne, c'est une petite retouche qui n'est pas qu'un détail. Hein. Darwin pensait que les espèces évoluaient en créant de la diversité et qu'une espèce en donnait plusieurs autres. Et il est le père de représentation du monde vivant et de l'évolution sous forme d'arbres où une espèce en donne plusieurs. Bien. Quand on regarde quelque chose comme le maïs, il y a dedans des mitochondries qui permettent la respiration et des chloroplastes qui permettent la photosynthèse, qui portent des signatures dans leur ADN de leur appartenance au monde des bactéries. En fait, les mitochondries sont d'anciennes bactéries, en fait, ce sont toujours des bactéries, mais qui vivent dans les cellules, et les chloroplastes également sont des bactéries photosynthétiques qui vivent dans les cellules. Et finalement, quand vous dites le maïs, c'est le résultat de la fusion de plusieurs espèces. Fusion de plusieurs espèces, c'est-à-dire que des symbioses successives, des intégrations de bactéries successives vont créer l'ancêtre du maïs qui peut respirer et qui peut faire sa photosynthèse grâce à cela. C'est Lynn Margulis, à laquelle on doit dans les années 70 d'avoir poussé dans le champ de la biologie cette théorie, cette partie de l'évolution. Et Lynn Margulis n'aimait pas beaucoup Darwin, dont elle dit dans son ouvrage de 1970 que son travail est anthropomorphique et d'un intérêt limité. Et ce commentaire-là appelle deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui dans notre vision de l'évolution plus que ce que Darwin nous a légué. Et puis aussi, il y a un commentaire qui n'est pas tellement en faveur de Lynn Margulis que je voudrais faire, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Darwin avait vu une partie de l'histoire, et ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu toute l'histoire qu'il faut nécessairement jeter le darwinisme. C'est d'ailleurs ce que font très souvent, ce qu'utilisent très souvent les créationnistes. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse, aujourd'hui, tout le monde est conscient que certaines fois dans l'évolution, des symbioses créent des nouvelles espèces, et c'est pour ça que nous vivons à l'ère du néo-darwinisme.
Le néo-darwinisme, en gros, et pour simplifier, nous dit qu'il y a des variations, que ces variations subissent un tri qui donne la biodiversité actuelle. Ces variations sont issues de mutations, elles sont issues de transferts génétiques, car dans la nature, il arrive que des gènes passent d'une espèce dans l'autre, et aussi de recombinaisons, c'est-à-dire de brassage, notamment à la méiose, qui crée de nouvelles combinaisons. Ces combinaisons subissent un tri par sélection, mais aussi un tri parce que des choses disparaissent par hasard, c'est la dérive génétique. Il y a des choses tout à fait adaptées, mais qui disparaissent par hasard. Je donne souvent à mes étudiants l'exemple de cette grenouille super adaptée qui traverse la route et qui se fait écraser par une roue de voiture. Ce n'est pas de la sélection, c'est du hasard qui fait ça, et ça fait que cette super adaptation disparaît. Et finalement, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a de la biodiversité qui engendre des variations qui seront de nouveau triées, et le cycle sans fin permet un changement sans fin de la biosphère qui nous entoure. Et finalement, la sélection artificielle procède exactement comme la sélection naturelle. Elle a des variations dans lesquelles elle sélectionne ce qui est intéressant, et finalement, l'évolution sous sélection artificielle suit exactement les mêmes mécanismes que l'évolution dite naturelle. Et de fait, les plantes domestiquées ont subi des changements majeurs. J'aime bien rappeler la différence entre le maïs et la théosinte. La théosinte ressemble à l'ancêtre du maïs, et vous voyez que c'est une plante très ramifiée, avec des épis bisexués, avec des graines entourées d'une coque dure et qui se détachent évidemment de l'épi au moment de la dispersion, alors que chez le maïs, il n'y a plus de protection et les graines ne tombent plus, ce qui est une aberration biologique pour une plante sauvage. Mais le fait que les graines ne soient pas protégées et qu'elles ne tombent plus, en fait, c'est compensé par le fait que c'est l'homme qui protège ces graines et qui disperse au moins celles qu'il n'a pas mangées. Donc on a des changements drastiques des plantes qui nous illustrent de la sélection. Néanmoins, on a l'impression là que l'homme a fait le meilleur de la sélection naturelle. Néanmoins, nos ancêtres ont peut-être un peu trop regardé pousser les épis. La dernière phrase que je viens de prononcer, d'ailleurs une contrepétrie qu'un de mes étudiants m'avait mis au défi de glisser dans cet exposé, c'est fait, et je ne sais pas d'ailleurs quelle contrepétrie c'est, parce que je n'ai pas trouvé à la défaire. Bon, ce que je voulais dire par là, c'est que cette sélection que nous avons appliquée, elle pourrait nous donner l'impression que nous avons maîtrisé le processus. Et d'ailleurs, regardez, on a rendu indéhiscentes, donc récoltables, des tas de plantes qui maintenant ne perdent plus leurs graines. Je vous ai mis une poacée, je vous ai mis une légumineuse, je vous ai mis une solanacée, je vous ai mis une astéracée. Bon, eh bien, vous voyez ici des plantes qui ne perdent plus leurs graines, ce qui est complètement aberrant pour une plante qui vivrait toute seule en nature, mais qui est le résultat d'une sélection, la même sélection pour être récoltable, pour que les graines puissent être récoltées, appliquée à plein de plantes. Cette sélection, d'ailleurs, peut se faire rapidement. Darwin nous raconte l'histoire d'un dénommé Beckman, qui, dans sa serre, a essayé, à partir de folles avoines, donc des avoines férales, sauvages, de resélectionner une avoine, et en 8 ans, dans sa serre, il arrive à resélectionner des avoines qui, à l'époque, sont aussi efficaces, aussi rentables que les avoines sauvages. Donc on se dit que vraiment, on peut maîtriser le processus. Sauf que quand on regarde historiquement les choses, on s'aperçoit que la maîtrise, la domestication de l'avoine et des céréales en général a été plus lente. Regardons l'orge archéologique et regardons un petit peu la possibilité qu'on a de distinguer un orge sauvage d'un orge domestique, un blé sauvage d'un blé domestique. Il y a la taille de la graine et puis il y a la loupe d'arrachement à l'axe de l'inflorescence, qui est un arrachement spontané pour l'orge sauvage et un arrachement par battage, donc avec une mutilation plus forte pour l'orge cultivée. Et regardons dans des dépôts archéologiques qui datent entre moins 10 000 et moins 6 500 avant le présent, donc avant 1950, regardons la proportion que l'on retrouve dans ces sites archéologiques en gris de forme de blé sauvage, déhiscent, et puis en noir de forme de blé indéhiscent. Vous voyez qu'en 4000 ans, l'homme n'est pas arrivé à faire ce que Beckman a fait en 8 ans. Et ça nous renvoie à quelque chose de très important. Les raisons sont multiples. La première raison pour cette lenteur de la domestication et de l'acquisition du phénotype domestiqué actuel, alors même que ça pourrait être fait en 8 ans, sont d'abord écologiques. À l'époque, le blé, dans ces sites archéologiques, nous sommes au Moyen-Orient et il y a du blé sauvage autour. Donc, en permanence, vous avez une banque de graines de blé qui se mélange au blé que vous avez semé, et vous avez du pollen de blé sauvage qui arrive se mélanger avec le pollen de votre blé. Donc le processus est ralenti, première chose.
Il est ralenti par une introgression des flux de gènes venus du compartiment sauvage. Mais surtout, et j'aimerais qu'on réfléchisse 2 secondes là-dessus, nos ancêtres ignoraient complètement qu'il pouvait y avoir du blé indéhiscent et du blé dont les graines ne tombent pas. Bilan, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des générations et des générations? Ils ont récolté le blé pas mûr avant que les graines ne tombent. Et ainsi, ils n'ont bien sûr jamais favorisé les quelques variants indéhiscents dont les graines ne tombaient pas, qu'on utilise maintenant. Et ça, c'est un truc important qui doit nous remplir d'humilité, puisque c'était l'idée de cette partie. C'est qu'on ne sait pas forcément les phénotypes intéressants qu'on pourrait avoir demain. Mais il y a pire. Il y a qu'au cours de cette domestication, nous sommes passés d'une domestication dans l'ère d'origine qui a sous-échantillonné dans la population sauvage à une diffusion de l'utilisation dans d'autres régions qui ont exporté certaines graines de laine d'origine et puis une sélection moderne. Nous avons eu de très forts processus de dérive génétique. Alors ces processus de dérive génétique, ils commencent dans les processus de sélection massale avec la sélection d'un certain nombre d'individus pour la domestication, puis la sélection d'un certain nombre d'individus pour diffuser l'agriculture vers d'autres régions, et ils culminent par la sélection moderne, où on a de la sélection variétale très forte, qui va arriver à des semences quasi clonales. Alors, cette histoire-là, elle aboutit à une régression de la diversité. D'abord, la diversité génétique neutre. Les choses qui ne codent pour rien vont être les locus où il y a de la diversité génétique qui ne code pour rien d'intéressant vont être de plus en plus restreints. Regardons les blés durs, par exemple. Quand on regarde les blés durs sauvages, les blés durs domestiqués dans la région d'origine, les blés durs diffusés, alors on appelle ça souvent le Triticum durum, les variétés de pays, et puis les semences élites. Donc ces 3 étapes de domestication, de diffusion de l'agriculture et de sélection moderne, on voit que quand on regarde des diversités sur 15 locus microsatellites, on a un écroulement de cette diversité et qu'on a des effectifs efficaces, en gros un nombre de fondateurs à l'origine qui passe d'une trentaine de milliers d'individus pour les populations de blé dur sauvages à quelques centaines d'individus pour les lignées domestiques. Donc ça, c'est attendu parce qu'il y a de la perte par hasard, et puis il y a de la sélection, et que donc on réduit la diversité. Ce qui est peut-être moins attendu, c'est qu'une partie de cette régression de diversité touche des locus d'intérêt. C'est-à-dire qu'on perd des choses dont on n'était pas conscient qu'ils étaient intéressants ou dont on n'a pas vu qu'ils étaient intéressants. Et il y a un exemple majeur récent qui est la résistance du maïs à la chrysomèle, qui est un stade racinaire qui fait de gros dégâts. Et on a dans les populations de maïs sauvage, alors c'est la théosynthe, c'est les populations sauvages, on a des capacités à émettre lors de l'attaque des bêta-cariophyllènes. Ce bêta-cariophyllène, il a cet intérêt qu'il attire des prédateurs des nématodes, qui sont des prédateurs de la chrysomèle. Et donc, en fait, les racines de maïs sauvage attaquées attirent les ennemis de leurs ennemis et s'en tirent beaucoup mieux que les domestiqués. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ça, on réintroduit aujourd'hui ces gènes-là, et il y a un gros processus qu'on appelle la néodomestication qui va rechercher dans le compartiment sauvage des gènes d'intérêt qu'on avait perdus par dérive, parce qu'on ne les avait pas sélectionnés ou parce qu'ils avaient disparu par hasard. Et ce processus de dérive, il nous interpelle, parce qu'aujourd'hui, nous avons des idées de stockage des réserves génétiques qui ne gèrent pas du tout la dérive. On a beau entasser dans des réserves de semences plein de représentants de plein de lignées, on est encore loin d'avoir vraiment une gestion raisonnée de tout ce qu'on a perdu par hasard. Et dans ce qui sert à rien, on va se dire qu'on s'en fiche, mais par contre, dans ce qui sert à quelque chose, on ne sait pas encore que ça peut servir à quelque chose et on le perd. Aujourd'hui, il faut vraiment se dire que des réserves de semences comme celles qui ont été installées au Svalbard sont des réserves qui sont certes intéressantes, mais ne gèrent pas forcément complètement le problème de la dérive. Et on a beau entasser plein de choses, on a un vrai problème aujourd'hui à préserver l'intégralité des ressources génétiques. La dérive est un défi, elle n'est pas forcément gérée dans nos collections. Quand je regarde les jardins botaniques, par exemple, elle n'est vraiment pas gérée, qui sont en fait des mouroirs par perte de diversité, d'autant plus que les effectifs étant petits, la dérive s'y exerce d'autant plus. Donc, on a une humilité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien gérer dans nos collections la dérive. On essaye, mais on ne sait pas
mais c'est un enjeu qui, en fait, est difficile, car dans une collection, on ne peut pas avoir un grand nombre d'organismes ou d'accessions. Or, moins les accessions sont nombreuses, plus la dérive et le risque de perte par hasard est fort. Mais il y a plus. Et là, on rentre dans l'humiliation. C'est que nous avons des fois des problèmes d'échecs qui sont liés, des échecs qui sont des échecs évolutifs liés à nos pratiques. Alors, pour fixer les idées d'abord, je vais travailler avec juste les antibiotiques. Là, on parle de santé. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit les résistances aux antibiotiques qui flambent. Vous avez ici des résistances à l'amoxicilline et aux céphalosporines de troisième génération, avec les pourcentages de résistance des bactéries, les classes de résistance des bactéries. Vous voyez que ce sont des choses qui s'envolent. Et aujourd'hui, on a quand même 10 000 morts par an en France à cause des résistances aux antibiotiques, des gens qui sont infectés par des bactéries qu'on n'arrive pas à soigner. Alors, il faut comprendre que ces résistances aux antibiotiques sont consubstantielles aux antibiotiques. Les antibiotiques, c'est la récupération par l'homme des moyens de lutte entre les microbes, et il faut bien comprendre que quand un microbe a un antibiotique pour en tuer un autre, c'est que lui-même est résistant. Sinon, cette propriété s'écrase tout de suite. Et vous avez quelques images ici qui vous montrent, quelques données qui vous montrent que les résistances aux antibiotiques sont très anciennes, elles datent d'avant les antibiotiques. Simplement, quand on utilise un antibiotique, on les sélectionne. On les réveille, on les amplifie, et elles finissent par faire que l'antibiotique, qui est une victoire le jour J, est une victoire à la Pyrrhus, car le lendemain, eh bien, en fait, on a sélectionné des résistances et l'antibiotique ne marche plus. Et ici, on sait très bien que l'agriculture, j'ai ici quelques données, vous voyez, sur les disques de résistance, il y a les degrés de résistance de bactéries du tube digestif de poulet à la colistine. L'agriculture est aussi une grande gourmande en antibiotiques et cette gourmandise favorise l'effet de sélection générale et peut revenir chez l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ces antibiotiques, mais on va arriver à la solution, il faut les réutiliser avec une vision évolutive. Je vais vous donner un exemple un peu dramatique de la résistance, cette fois-ci aux fongicides, avec l'exemple des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les cultures de plantes à fleurs demandent des soins par rapport à des pathogènes du sol, notamment Aspergillus fumigatus, qui est un champignon qui met vraiment en échec la culture. On utilise des dérivés de la famille des triazoles. Mais il se trouve que ces triazoles sont en fait aussi utilisés pour les aspergilloses humaines. En fait, on a un problème. Les champignons sont évolutivement très très proches des animaux. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui est dangereux pour l'homme, pour les animaux, pardon, est en général assez dangereux pour les champignons et vice-versa. Du coup, il y a très peu de fongicides qui ne soient pas dangereux pour l'homme. Et donc, on a très peu le choix des fongicides. Et les triazoles, c'est un peu un des outils majeurs. Or, comme on commence à sélectionner des résistances chez Aspergillus fumigatus au triazole, eh bien, on commence à avoir des problèmes avec ces résistances chez l'homme. Les aspergilloses humaines sont aussi dues à des aspergillus du groupe fumigatus. On a 500 000 cas par an dans le monde, et c'est un vrai problème pour les gens qui sont immunodéprimés. Ces maladies qui se développent en fait surtout dans les poumons. Eh bien, on se retrouve avec un petit problème qui est que hier, 60% des aspergilloses pouvaient être guéries par des triazoles, et c'est encore le cas un peu partout dans le monde, mais dans des régions où on les utilise beaucoup en agriculture, comme aux Pays-Bas, on a jusqu'à 90% des infections qui sont résistantes au triazole et qui se soldent éventuellement par des issues fatales. Alors on le voit, on est ici dans des problèmes où on n'a pas géré l'évolution. Et je vais maintenant, et avant peut-être de prendre quelques questions, conclure ça et montrer un dernier exemple. En fait, aujourd'hui, on réalise que la santé n'est pas compartimentée et que la santé des plantes, vous voyez, ou la santé des animaux est liée à la santé des hommes. Et il y a ce très beau concept très heuristique de One Health qui nous dit, finalement, santé animale, santé humaine, santé environnementale, dont celle des plantes, il y a des liens et il faut gérer tout ça ensemble. Dans les échecs évolutifs, je voudrais aussi revenir sur un petit problème autour de la viticulture. La viticulture, elle utilise une kyrielle de cépages à travers le monde entier. Elle utilise une kyrielle de cépages, et ces cépages, vous le voyez, sont issus de reproduction sexuée entre eux. Par exemple, vous avez sur cet écran quelque part le Cabernet Sauvignon qui porte bien son nom. Il est né du Cabernet et du Sauvignon. Cela dit, nos cépages, nous les multiplions de façon asexuée.
Et cette multiplication asexuée a posé de grands problèmes quand des pathogènes sont arrivés d'Amérique, où il y avait d'autres espèces de vitis qui avaient évolué pour s'adapter à ces pathogènes. Et quand ces pathogènes sont arrivés en Europe, c'était des catastrophes. Le mildiou est arrivé comme ça. L'oïdium, vous le voyez, a provoqué vers 1850 un effondrement terrible de la production. Et puis un autre pathogène qui est arrivé vers 1880, le phylloxéra a provoqué un autre énorme effondrement de la production, aux conséquences d'ailleurs socio-économiques majeures. Ne revenons pas là-dessus. Les solutions qui ont été trouvées pour le phylloxéra, ça a été soit d'utiliser des produits toxiques pour l'homme, donc ça a été abandonné, soit de faire des hybrides franco-américains, mais qui avaient des goûts un peu bizarres. Les cépages hybrides étaient une solution parce qu'ils introgressaient dans nos vitis vinifera des résistances américaines, mais bon, ça ne donnait pas du très bon vin. Et la dernière solution qui a été trouvée, c'est le greffage. Je récupère pour la partie aérienne le cépage européen qui, lui, est résistant au phylloxéra pour la phase foliaire du phylloxéra, et je le greffe sur un porte-greffe qui est un cépage américain ou un hybride. Vous voyez, les principaux porte-greffes sont soit des cépages américains, comme le 44-53, soit des hybrides, comme le Fercal, qui sont des hybrides entre différents cépages américains, qui donc portent la résistance racinaire au phylloxéra. Et donc, on a gagné contre le phylloxéra. Sauf que cette technique de greffage a préservé à l'identique nos vieux cépages, qui n'ont pas les résistances à tous les parasites, mildiou, etc., introduits d'Amérique. Le greffage a contourné le problème finalement et a permis de continuer à multiplier végétativement nos cépages sous la forme de greffons, et a en quelque sorte fait une recombinaison grossière, pas sexuée, entre la partie racinaire et la partie aérienne. Et oui, mais le problème, c'est qu'il y a un prix à ça. Ce prix, c'est qu'aujourd'hui, nos cépages sont toujours très sensibles aux champignons introduits d'Amérique, oïdium, mildiou, et pour l'équivalent de 4% de la SAU, nous avons une viticulture qui consomme beaucoup d'intrants, donc beaucoup de fongicides. Et notamment un des fongicides de prophylaxie, c'est la bouillie bordelaise, qui finit par poser certains problèmes dans les sols. Encore que dans les sols de viticulture, le cuivre est rapidement immobilisé. En fait, le cauchemar de la viticulture, c'est que la coévolution, c'est-à-dire la capacité de sélectionner des cépages résistants à la vigne, est complètement interrompue par le maintien du greffage. Oïdium, mildiou, black rot sont aujourd'hui en train de jouer des sales tours. Est-ce que c'est insoluble? D'abord, j'attire votre attention sur le fait que pour de bonnes ou de très mauvaises raisons, on juge comme on veut. Le livre dont je montre la couverture, je ne l'aime pas beaucoup dans sa démonstration et dans son état d'esprit, mais néanmoins, il y a aujourd'hui des gens qui se posent des questions sur les pesticides et on ne pourra pas éviter de répondre à ces questions. On est sous une pression du consommateur qu'on doit gérer et il y a une voie de sortie. Parce que le reste de l'Europe a continué à travailler sur les cépages hybrides. Et ces fameux cépages hybrides qu'on a interdits parce que la première génération n'était vraiment pas bonne pour faire du vin, eh bien aujourd'hui, il y a des gens qui ont sélectionné, notamment en Suisse, notamment en Allemagne, des cépages qui commencent à faire des vins assez corrects, voire très corrects. Peut-être pas des très grands crus, mais de toute façon, ils ne sont pas souvent très bien vinifiés, c'est un peu le problème. Des cépages comme l'Hibernal ou le Solaris, qui sont couramment utilisés en Allemagne du Nord, ou qui font des vins pas mal, je dois dire, dans le sud de la Pologne. Aujourd'hui, on est en train d'introduire au catalogue un certain nombre de cépages hybrides. Bon, ils ne sont pas forcément techniquement parfaits pour faire du vin, mais regardez, ils ont des résistances pour Artaban. Donc, il y a 4 cépages hybrides qui viennent d'être introduits au catalogue. Et là, on reprend la course coévolutive parce qu'on est capable d'avoir dans ces cépages hybrides les bons caractères au niveau de la viticulture, mais aussi, regardez, pour Artaban, des résistances au mildiou et à l'oïdium. Et ça fait que, en fait, ces cépages-là permettent d'utiliser beaucoup moins d'intrants. J'ai quelques chiffres, mais dans le détail, vous voyez qu'on est sur 2-3 fois moins de fongicides en moyenne. On a retrouvé les effets de la reproduction sexuée, la capacité de coévoluer avec les prédateurs. Et ça, vous voyez qu'il y a une sortie ici, qui est une sortie évolutive. Ça veut dire aussi que le nombre de traitements que l'on va infliger aux viticulteurs, parce que ça prend quand même du temps, il est beaucoup plus réduit. Je prends ici quelques résultats d'un projet Interreg Sudo. Donc vous voyez qu'on réduit le nombre d'interventions et quelque part ça soulage économiquement et écologiquement finalement la gestion de la viticulture. Mais on est aujourd'hui assez prisonnier de ces cépages, un peu figés d'ailleurs aussi par les AOC, et on a cessé d'évoluer alors même
que ces cépages étaient issus de reproduction sexuée et étaient le produit d'une évolution perpétuelle. Aujourd'hui, en se fixant sur les cépages issus de l'histoire, on arrête la coévolution avec les microbes et on est obligé, par des interventions un peu lourdes techniquement, économiquement et chimiquement, on est obligé de reprendre ça. Mais demain, moi je suis sûr que les pépins, la reproduction sexuée nous donnera de nouveaux cépages et il reste à trouver des bons cépages adaptés et au changement climatique, et au terroir, et aux pathogènes. Et c'est là que je vais vous proposer ensuite quelques pistes d'avenir. Mais avant, peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions. Je vais donc arrêter le partage et proposer à Philippe de reprendre la main. Eh bien, écoute, Marc-André, je pense que ça va être très intéressant puisque tu as en fait question, observation de ton confrère Michel Dron, qui est donc secrétaire de la section production végétale à l'Académie d'agriculture. Alors, la première de ces questions, observations, c'est la suivante. Le brassage avec les sauvages a été vrai lors des étapes initiales de la domestication au Moyen-Orient, où les deux États étaient en contact, mais rapidement les hommes ont introduit les espèces en début de domestication dans des zones où les sauvages étaient absents. Donc c'est vrai, mais jusqu'à un certain stade. Et la deuxième question, qui est plus une question cette fois-ci, ce que l'homme appelle pathogène est un élément de l'écosystème dans lequel l'espèce humaine évolue au même titre que les autres espèces. L'homme a la chance d'avoir acquis les moyens et les outils de combattre ceux des micro-organismes qui lui posent problème. N'est-ce pas un challenge à son intelligence de manière permanente? Alors, oui. Alors, bonjour à Michel d'abord, qui est plus qu'un ami, c'est un maître que je respecte et qui a, pour le coup, sans doute beaucoup plus de finesse que moi pour parler des parasites des plantes. Hein. Mais en tout cas, bon, je suis tout à fait d'accord que dans l'aire d'origine, il y a encore des flux génétiques avec la population sauvage. Et puis après, effectivement, quand une culture est exportée hors de l'aire de distribution de la forme sauvage, les échanges génétiques s'arrêtent. Et d'ailleurs, il y a des beaux travaux qui montrent que plus long a été le temps dans l'aire d'origine, moins la dérive est forte. Parce qu'il y a eu le temps que repasse tout un tas de gènes sauvages vers le compartiment domestiqué. Donc, c'est tout à fait exact. Alors maintenant, challenge, défi, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, mon idée aujourd'hui, c'est d'amener une vision évolutive à la façon de relever le gant, de relever le défi. Mais évidemment, nous avons une évolution culturelle. C'est une évolution aujourd'hui aussi. Hein. C'est une forme d'évolution biologique, l'évolution culturelle. Ce sont des traits transmis, qui sont transmis de façon variable. Tous les enseignants savent que les étudiants ne recopient pas le message de la même façon. Dans cette variation, on sélectionne les bonnes idées. Et l'évolution culturelle, qui est un aspect de l'évolution biologique, avec une transmission non ADN, mais par interaction entre générations, elle peut aller beaucoup plus vite. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut retrouver l'évolution biologique comme seul outil. Évidemment, nous sommes des animaux culturels avec une culture et on a aussi droit à autre chose que l'évolution biologique des organismes qui nous intéressent, ça c'est sûr. Mais simplement, si on peut faire de l'évolution biologique un outil supplémentaire, eh bien, ça arrêtera d'être la belle le bois dormant. Parce que c'est ça l'histoire. Tout le monde est d'accord avec l'évolution, mais personne ne la pratique. À commencer par les médecins, dans les prescriptions d'antibiotiques, qui font que faciliter le chemin vers l'antibiorésistance pour les microbes. Je ne leur jette pas la pierre. Je dis juste qu'il est temps de passer d'une acceptation béate du fait que nous sommes tous évolutionnistes à une action basée sur cet outil. Alors, on a un monsieur Charmetan qui te pose une question très brève, mais assez, assez pertinente. Comment gère-t-on les cépages innovants avec les AOC? Il faut gérer les AOC. Elles ne sont pas coulées dans le marbre. On a fait du très bon pinard avant les AOC. Bon. On a fait aussi du très mauvais. Donc, oui, les AOC sont un problème, mais bien au-delà des AOC, il y a le problème des consommateurs aussi. C'est là qu'on revient à une autre question qui est la formation aussi des citoyens. Aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent du pinot noir, ils veulent du sauvignon, ils veulent du cabernet sauvignon. Ils ont une demande en fait de ces cépages. Et il va falloir éduquer les gens en fait que il y a peut-être des nouveaux cépages qui peuvent faire d'aussi bons vins. Alors, il y a une stratégie que moi je n'aime pas beaucoup, une stratégie utilisée par certains sélectionneurs de cépages hybrides. Ils leur donnent des noms, alors je vais pas avoir d'exemples qui me reviennent en tête, des noms qui ressemblent, par exemple Souvigné gris, ou qui sont... je vais inventer un nom, genre Chardonnay rouge, vous voyez, qui sont dérivés qui réutilisent des noms de cépages existants. Alors ça énerve beaucoup les œnologues, parce qu'ils crient à l'invasion. D'ailleurs, il y a même des œnologues qui disent on ne devrait pas dire cépage
quand ce n'est pas du pur vitis vinifera, ce qui est faux. Consultez le dictionnaire de la langue française, vous verrez que les exemples donnés par le Trésor de la langue française, dedans, il y a des cépages hybrides. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a une forte réticence des œnologues, il y a une résistance réglementaire à cause des AOC, mais ça peut évoluer. Je crois que la résistance majeure, c'est la demande du consommateur. Et là, c'est là qu'on voit que l'évolution culturelle doit aussi jouer pour trouver dans la détermination d'une solution. Ça ne viendra pas juste comme une solution technique. De toute façon, chaque fois qu'on essaie de jouer sans les consommateurs, ça se passe mal. Est-ce que tu acceptes encore une question ou tu veux Bien reprendre? sûr. Bon, alors, une question, cette fois-ci de ton confrère de section, de Mick Job, qui te dit tu as beaucoup parlé de domestication, supposant que l'homme ait joué un rôle important dans l'évolution des plantes et des animaux, certes, mais quid de l'invention de la fleur chez les angiospermes, intervenue chez Amborella il y a quelques 130 millions d'années, sans que l'homme n'ait rien eu à y faire. Et pourtant, l'apparition de la fleur, abominable mystère de Charles Darwin, est un fondement de l'agriculture. Ton avis? Alors Dominique, désolé de ne pas avoir l'occasion d'aller vider un godet à côté de l'académie après pour rediscuter de ça plus longuement. Désolé, mais ce sera pour plus tard. Bonjour donc. C'est tout à fait exact. L'évolution sans l'homme, elle a déjà créé des choses terriblement complexes, hein, terriblement complexes. J'ai la chance ici d'avoir quelques iris à côté de moi. Je ne sais pas si on va les voir là. Ah oui, non, on ne va pas les voir parce que j'ai mis un fond d'écran. Je ne me lasse pas de regarder les pistes d'atterrissage, les guides pour les insectes, les co-adaptations de l'étamine qui va aller frôler l'insecte. La fleur est un des endroits où effectivement la capacité d'innovation technique liée à l'évolution naturelle est énorme. En même temps, il y a un des iris, là, quand je l'ai ramassé, il y avait un insecte qui avait fait un trou pour aller chercher le nectar directement sur le côté. Et donc, toute cette architecture géniale de l'iris, je vais quand même vous en montrer un, toute cette architecture géniale de l'iris, le trou qu'avait fait l'insecte, elle avait bypassé. Donc, si vous voulez, l'évolution des insectes challenge les meilleures réalisations de l'évolution de la fleur. Bref, je suis tout à fait d'accord, effectivement, que l'évolution biologique fait des choses merveilleuses. Simplement, l'homme, il a aussi fait des choses pas mal. Je veux dire, quand vous regardez le maïs par rapport à la théosynthe, c'est quand même vachement plus pratique à manger, hein, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'emballage autour de chaque graine. Et mon idée, c'est que maintenant qu'il maîtrise l'évolution, il pourrait le faire encore mieux. Par parenthèse, et si tu me permets, Dominique, très respectueusement de reprendre un tout petit peu la formulation, même si peut-être le fait de l'avoir tapé l'a rendu rapide, il s'est passé là, dans la formulation, l'idée qu'Amborella était l'ancêtre des plantes terrestres. Mais attention, Amborella, c'est une plante actuelle. Mon frère, même si c'est mon grand frère, n'est pas mon ancêtre. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la formulation ici illustre un de ces problèmes qu'on a à manipuler spontanément l'évolution. En fait, l'idée, c'est qu'un ancêtre commun à Amborella et à l'iris a inventé la fleur. Et plus on étudie la fleur fossile, à partir soit de fossiles, soit de reconstitutions basées sur des phylogénies, plus on s'aperçoit qu'elle ne ressemble pas à la fleur d'Amborella, qui, de son côté, a aussi évolué. Voilà, c'est la fameuse histoire, l'homme ne descend pas du singe, les deux descendent d'un ancêtre commun, qui avait peut-être plus à voir avec un singe qu'avec nous, et encore. Vous voyez, le chimpanzé, par exemple, il a inventé le up walking, hein, marcher sur les papates de devant, donc lui aussi, il a le droit d'avoir inventé des choses. On a trop souvent cette idée des fossiles vivants. Or, tout a évolué, et toutes les lignées, finalement, sont actuelles. Et ça, c'est un concept qu'on a parfois du mal à figer. On pense vraiment à certains organismes comme des fossiles vivants. Ça n'existe pas, les fossiles vivants. Tout le monde évolue. Je voudrais vous montrer quelques fois où cette histoire-là, l'évolution comme outil d'action, et non plus comme un truc que l'on... Oui, parce que là, on subit l'évolution des pathogènes, on subit l'évolution des mauvaises herbes. C'est un peu la mauvaise nouvelle, l'évolution des fois. Hein, l'évolution de ceux dont on n'a pas envie. Vraiment, c'est fatigant. Mais des fois, ça se passe mieux. Par exemple, qu'est-ce que je peux proposer par rapport à la résistance aux antibiotiques, dont on a vu qu'elle était en train de nous envahir? Typiquement, il y a des fois où on arrive à gérer l'émergence des résistances, et voilà l'exemple. Mais ce qui est désastreux, c'est que cet exemple, il est empirique, il n'a jamais été pensé théoriquement, mais ça a été la seule solution, c'est la trithérapie. Je vous rappelle, la trithérapie consiste à donner 3 drogues aux gens qui sont atteints du sida. Pourquoi? Parce que ces 3 drogues ont des cibles indépendantes.
Parce que la probabilité que un virus devienne résistant à une drogue, c'est une chance sur, allez, 1 million. Mais la probabilité que ce soit le même virus qui acquiert 3 résistances, il y a une chance sur 1 million, 2 millions, 2 millions. Et ça, quand on regarde la population de virus dans un organisme humain infecté, eh ben, il y a moins de 1 million, 2 millions, 2 millions de virus, même s'il y en a beaucoup. Et donc, il n'y a pas assez de virus pour que cette probabilité se traduise par un individu, par une forte probabilité d'apparition d'un individu. Et donc, ça veut dire qu'en fait, la trithérapie, c'est ce qu'on appelle un mur sélectif. C'est un truc qui fait qu'il n'y a pas d'évolution qui le court-circuite. Alors, c'est malheureux que ça ait été pensé empiriquement. Je rappelle que les médecins n'ont pas d'évolution dans leur formation. Et ils n'ont pas non plus d'ailleurs d'écologie, alors même qu'ils gèrent un écosystème microbien, le microbiote humain. Alors, ils ont l'impression de gérer l'emballage, ils gèrent quand même un écosystème. Et donc là, on a beaucoup, je pense, et d'ailleurs, il y a des retours d'expérience de l'agriculture qui peuvent être intéressants en médecine, on a beaucoup à enseigner pour que des succès comme la trithérapie ne soient pas des produits de l'empirisme, mais des produits d'une pensée. Revenons à l'agriculture. Vous remarquez que, par exemple, les résistances qui sont choisies dans les 4 cépages Vidoc, Floréal et Artaban et Voltis, ce sont des résistances polygéniques. Alors ça, c'est intéressant parce que comme il y a plusieurs gènes qui confèrent cette résistance, c'est plus difficile à contourner pour les pathogènes, parce que là encore, c'est le même raisonnement. Mais je vais maintenant vous citer un exemple où je vais piller allègrement les diapos d'un collègue, Benoît Morel, qui est au premier plan sur cette photo d'équipe, dans l'UMR BGP, qui va vous montrer un autre succès en termes de mur évolutif, qui commence avec toutes les allures d'un paradoxe. Regardez plutôt. C'est l'histoire de la Pyrrhicularius du riz, Magnaporte grisea, qui détruit chaque année l'équivalent de la nourriture de 60 millions de personnes. C'est une saloperie, on peut le dire. Et leurs études ont porté sur une région de Chine, le Yuanyang, qui est la zone d'origine du pathogène. Donc c'est là où il y a le maximum de diversité génétique du pathogène. Et dans cette région, on a des plantations qui mélangent Oryza japonica et Oryza indica, donc le riz japonais et le riz indien, qui sont les 2 grandes espèces domestiquées de riz. Et en fait, ça mélange même, parce que c'est encore de la sélection massale, ça mélange des variétés traditionnelles pour chaque espèce depuis au moins 100 ans. Il y a ces grandes diversités de variétés. Et les rendements ne sont pas ridicules, regardez, 5 à 7 tonnes par hectare, mais il n'y a pas besoin de fongicides parce que la maladie n'est pas là. Alors ça, c'est bizarre, parce qu'on est dans l'ère d'origine, et c'est là que sans doute la coévolution a été la plus longue, et donc on devrait avoir tout un tas de parades évolutives dans la diversité génétique de Magnaporte grisea. En fait, on a des petits îlots de japonica dans un océan d'indica, et quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que qui est adapté à japonica ne l'est pas à indica, et qui est adapté à indica ne l'est pas à japonica. Voilà les expériences en question. On a donc, je ne sais pas si on voit mon curseur, on a des spores qui ont été ramassés sur du japonica ou sur du indica. Et on va les mettre sur du riz japonica ou indica. Alors, spores issus de japonica sur japonica, gros succès. Spores issus d'indica sur indica, gros succès. Par contre, quand on change d'hôte, le succès n'est pas bon. Donc on voit qu'il y a déjà une barrière spécifique. Mais il y a aussi tout un tas de diversité variétale qui fait que le Magnaporte qui réussit sur un pied, quand il va changer de pied, ça ne va pas forcément être idéal pour lui. Le bilan, c'est qu'on a vraiment un obstacle ici à l'évolution. Alors, en fait, les équipes de l'UMR BGP ont travaillé sur des villages traditionnels où il y a beaucoup de graines qui arrivent dans le village et où on utilise toutes les variétés et toutes les provenances sans jamais en jeter. Parce qu'il y a des règles sociales. D'abord, quand quelqu'un vous demande des graines, vous lui en donnez toujours. Donc ça veut dire que les gens s'échangent pas mal de graines. Et surtout, on n'écoute jamais ce que les autres pensent des graines. Donc on n'est pas victime des préjugés. Quand quelqu'un vous donne des graines, il ne dit pas « Ah, bah, plante ça à la place de ce que tu as, ça marche super bien ». Non, il vous donne les graines et chacun se démerde à planter toutes ses graines. Et on peut comparer ça à des villages où, sous l'influence de Pékin, on a commencé à essayer de planter des lignées élites. Donc on a les 2 types de villages, et dans ces 2 types de villages, ils ont planté 2 variétés de riz, AQC et Yongyang. Alors, ces 2 variétés de riz, vous voyez, on va regarder les dégâts, et on va regarder les dégâts face à Magnaporte oryzae,
un Uromycète virens et un autre pathogène dont j'ai bien peur de ne pas me souvenir le nom latin, mais qui n'a pas l'air très, très sympa non plus. Je me demande, quelqu'un a peut-être trouvé la réponse à ça d'ailleurs, le nom de genre de ce béorisé là. Bref, c'est une autre cochonnerie qui est en huilerie. Et vous voyez que dans les zones où il y a une hétérogénéité spécifique et génétique, vous avez finalement vos variétés test, elles ne sont pas très malades, elles sont beaucoup plus malades dans la zone où il y a une homogénéité. Et ici, on voit que la biodiversité est un outil qui peut permettre de créer des paysages hétérogènes dans lesquels la sélection des pathogènes résistants est abolie ou ralentie. Bon, il y a des gens qui travaillent à l'INRA de Grignon aussi sur des mélanges de semences de blé ou de céréales donc plus occidentales et qui ont aussi de très très beaux résultats sur les barrières à la propagation. Mais c'est souvent vu comme des barrières à la propagation démographique dans la parcelle. Et ce qui est vraiment un enjeu pour l'avenir, c'est de penser évolution. Et de penser évolution et d'en faire vraiment un outil. Par exemple, utiliser les deux mêmes antibiotiques pendant une année en médecine et puis changer d'antibiotique l'année suivante. Par exemple, matraquer avec un pesticide donné une année et puis on change de pesticide. Et voire même pendant quelques temps, on n'a plus de problème parce que ce pesticide, il sera nouveau pour les microbes. Donc vous voyez, des organisations au niveau du paysage de ce que l'on sème et des traitements peuvent aboutir à rendre difficile l'évolution. Et pas simplement la démographie, mais bel et bien rendre impossible l'émergence de quelque chose qui soit adapté le lendemain. Parce qu'aujourd'hui, en appliquant nos pesticides un par un, ou en ayant une homogénéité génétique aux parcelles, eh bien, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on facilite la voie évolutive en montrant une direction unique à l'indélicat, au pathogène. Demain, il faudrait que ce soit plus que du hasard, le hasard de ces coutumes du sud de la Chine, ou le hasard de la trithérapie et de la lutte contre le sida qui nous donne ça, mais vraiment qu'on ait une politique ordonnée. Alors, Rudyard Kipling disait que Dieu avait fait l'homme jardinier parce qu'il savait qu'au jardin, la moitié du travail se fait à genoux. Alors, cette citation est en demi-teinte, d'abord parce que je ne crois pas vraiment que Dieu ait fait grand-chose pour nous, ça c'est mes convictions personnelles, la deuxième chose, c'est que je ne pense pas qu'on se baisse encore beaucoup en agriculture, même si on se baisse encore des fois. Non, je rebondis sur cette blague-là. Moi, à mon avis, si quelque chose a fait que l'homme est jardinier, c'est pour lui montrer des exemples de l'évolution et l'importance de l'évolution. Il l'a en partie compris et maîtrisé, on a vu avec la sélection, mais il reste encore beaucoup à faire pour que réellement l'évolution et la théorie de l'évolution féconde notre vision d'une stratégie de lutte intégrée dans le temps, où le geste d'aujourd'hui est vu aussi à travers ses conséquences demain. En ce sens, l'évolution est une belle au bois dormant, car nous sommes tous évolutionnistes. S'il y en a qui ne le sont pas dans cette audience, ils peuvent se manifester. Vous verrez, ça ne fera pas grand monde. Le problème, c'est que c'est une belle au bois dormant, car elle est pour l'instant acceptée, mais pas vraiment gérée comme outil de lutte. Et c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de ça. Maintenant, je suis disponible pour les questions. Je pense qu'une agriculture évolutive, c'est l'objet de demain. C'est de vraiment l'utiliser, l'agriculture, pour anticiper le coup d'après, en jouant le coup d'à présent. Car au fait, c'est une partie d'échec, la coévolution. Et on veut tous éviter le mat. Voilà. Alors, on t'a retrouvé le nom de la petite bête, c'est Bipolaris oryzae. Et c'est André Fougereau qui nous a donné la réponse. André, bon pour un café à l'occasion. Merci beaucoup. Donc André, tu seras bientôt académicien honoraire. Une question de Hubert de Rochambeau. Merci d'avoir parlé des cépages résistants sélectionnés par INRAE. Plusieurs centaines de cépages sont en préparation, mais ces cépages sont fixés et ils n'évoluent plus. Pour résoudre le problème des pesticides, les cépages résistants ne sont qu'un élément de la solution. Pour plus de détails, voir le territoire d'innovation Vitirev. Alors, je suis preneur de cette référence par mail parce que je serais très content de la lire et j'entends bien que les cépages ne sont pas la fin de l'histoire. Une fois qu'on aura un cépage, il sera utile quelque temps et puis, sans doute, il faudra en changer. Et ça, c'est un truc qui est gênant. C'est qu'en fait, il faut admettre qu'à cause de l'évolution, il n'y a pas de solution durable. Toutes les solutions demandent un réexamen à des temps différents et c'est une remarque tout à fait exacte que c'est vrai que bon, alors ils sont architecturés d'une façon qui rend difficile les résistances, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des résistances qui apparaissent et il faudra peut-être encore changer demain. Et c'est vrai que pour une plante
dont on attend que le cycle de vie dépasse 25-50 ans, hein, quand même minimum, c'est plus difficile que pour une plante annuelle, cette idée qu'il faille changer de variété. Parce que ce n'est pas juste changer de stock de graines d'une année sur l'autre, c'est malheureusement à un moment arracher, replanter. Cela dit, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, le changement climatique et les décalages qu'on observe entre les maturités phénoliques d'une part et les maturités sucrées d'autre part sont en train de détruire les belles adaptations que représentait, je ne sais pas moi, le pinot noir à la Bourgogne, et j'en pleurerais parce que moi je suis un amateur de vin de Bourgogne, ou un certain nombre de cépages comme le Cabernet Sauvignon, ou bref, enfin, donc il y a des très belles adaptations aussi en bordelais, hein, mais je pense que le changement climatique est en train de les détruire. Et c'est l'occasion de trouver de nouveaux cépages qui répondent à la fois aux conditions physico-chimiques du milieu et au changement climatique, bien sûr, mais aussi au passage aux résistances. C'est le petit verre d'eau dont je voulais parler, qui fait des merveilles avec sa maturation tardive, il fait des merveilles à l'ouest du vignoble bordelais. Bon. Mais ça, il en fait de plus en plus d'ailleurs, parce que comme il fait plus chaud, sa maturation est plus anticipée, mais il arrivera un jour où voilà, il va calancher, il ne sera plus adapté à ces circonstances-là. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, cette remarque est pleine de bon sens. C'est un appel aussi à évoluer perpétuellement, à ne pas croire qu'il y aura une bonne solution pour toujours. Alors, une question d'André Charrier. Les stratégies de gestion dynamique des ressources génétiques sont connues, mais il manque les moyens et la vision à moyen terme. Réaction? Mais c'est un commentaire que je reprends tout à fait. Je vois d'ailleurs qu'il y a une remarque de Jacques David qui pourrait répondre encore mieux que moi là-dessus. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais ces moyens naîtraient aussi peut-être plus facilement si on avait, dans la formation, mis plus d'évolution. Par parenthèse, je m'occupe beaucoup, moi, des programmes du secondaire et notamment des programmes de BCPST. Et une de mes fiertés, je le dis hein, sans vantardise, c'est d'avoir introduit 30 heures d'évolution dans les programmes de BCPST aux alentours des années 2011, hein, de façon à ce que ce soit dans la gypsière de nos futurs agronomes. Voilà. Alors, j'ai une question de Cyril Sevely. Sur la question des risques des fongicides pour la santé de l'homme, avez-vous une expertise sur la dangerosité des fongicides de la famille des SDHI sur l'homme, faisant débat entre l'ANSES et le collectif de chercheurs qui a conduit des études labo sur le sujet? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'évolutivement, hein, le groupe le plus proche des animaux, je le disais, mais un peu rapidement peut-être tout à l'heure, ce sont les champignons, enfin les champignons eumycètes. Ça nous met de côté les mildious et tout, qui sont eux plutôt vers les algues brunes, on va dire, d'un point de vue phylogénétique. Donc nous sommes très proches des champignons et ce qui les touche nous touche souvent. D'autant que par rapport aux champignons, même si vous et moi on ne ressemble pas à des champignons, d'accord, on a quand même en termes de métabolisme, on n'a pas vraiment changé depuis l'ancêtre commun. On est tous des hétérotrophes. C'est plus facile d'avoir quelque chose qui bousille un chloroplaste et la photosynthèse chez une plante que quelque chose qui va toucher les mitochondries du champignon sans toucher les mitochondries de l'homme. Et les inhibiteurs des succinates déshydrogénases, les SDHI, sont l'objet d'une grosse controverse parce qu'il semblerait bien qu'effectivement, ils ne soient pas très bons pour les mitochondries humaines. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Je trouve juste que les gens qui ont soulevé ce lapin ne sont pas, pour en connaître quelques-uns, ce n'est pas des terroristes et des chieurs, c'est des gens qui en toute sincérité voient un problème émerger. Je ne vais pas, moi, me permettre de juger ce problème, mais je pense qu'il mérite analyse. Et en fait, il souligne notre grande vulnérabilité. Vous savez, les champignons sont des adversaires qui… Il y avait un très bel article d'ailleurs dans Nature qui appuyait sur le fait qu'en médecine et en agriculture, les champignons allaient probablement être un des problèmes ou le problème majeur dans les temps qui viennent. Ils sont assez proches de nous. Alors, vous me direz, les insectes aussi, encore plus. Mais c'est difficile de trouver des cibles différentielles. Donc, je ne me prononce pas sur les SDHI, mais personnellement, je pense qu'il serait bien de faire un inventaire beaucoup plus fin que ce qui a été fait avant de dire que finalement, ce n'était pas grave. Je suis très sensible aux arguments que j'ai entendus, mais je ne sais pas juger du vrai et du faux. Alors, une question que j'ai récupérée, heureusement, sur le chat, alors qu'on avait dit d'envoyer les questions sur le question-réponse. Une question de Jacques David qui nous dit « Bonjour Marc-André, faut-il mobiliser les biotechnologies pour remonter le niveau de diversité génétique des plantes cultivées, par exemple en utilisant CRISPR, pour faire passer les séries alléliques complètes de plantes sauvages vers les plantes élites sans s'enquiquiner avec la recombinaison et la reproduction sexuée ?»
Alors oui, bon, je veux bien admettre que la reproduction sexuée soit enquiquinante. Je laisse à Jacques toute la responsabilité de ses propos. Et sur cette mauvaise blague, le fond de l'histoire. Ce que souligne Jacques, c'est que souvent, on a besoin de plusieurs traits ensemble. Et que réunir ces traits dans le même individu ou dans la même population, par reproduction sexuée, c'est un peu long. Alors, c'est un peu long, surtout, Jacques, si c'est une plante à cycle long. Genre, la vigne, par exemple. Là, je suis d'accord. Et on tombe dans le problème CRISPR. Alors, ou méthode OGM d'une façon générale. Sachant que je suis bien conscient qu'il y a une discussion pour savoir si on admet ou non que ce qui a été touché par CRISPR est un OGM ou pas. Mais de toute façon, il s'agit de manipulation génétique qui pose effectivement un problème. Alors, quel problème? D'abord, j'aimerais bien indiquer ma position par rapport au transfert génétique. Je ne suis ni pour ni contre. Parce que c'est un petit peu comme si vous me demandiez si j'étais pour ou contre le couteau ou pour ou contre l'ascenseur. Il y a des morts dans les ascenseurs tous les ans en France. La question n'est pas là. La question, c'est quel usage on en fait. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est apparu aussi dans la discussion autour du Covid et des applications Stop Covid qu'on a eues dans notre section. Le vrai problème, c'est l'utilisation qu'on fait de ces trucs-là. C'est moins la technologie en elle-même qui peut être le pire comme le meilleur. Donc, je suis en train de reculer, mais j'ai fait partie de ceux qui ont introduit l'idée que les gènes passaient d'espèce en espèce et qu'il y avait des transferts horizontaux dans la nature aussi. J'ai fait partie de ceux qui ont introduit ça dans le programme de terminale pour bien poser les choses. Je pense que le fait qu'il y ait du bricolage génétique, et notamment des transferts de gènes, ça existe aussi dans la nature. Ce n'est pas pour ça que c'est bon. Par exemple, les nématodes phytophages, qui bouffent quand même 5 à 10% de nos récoltes tous les ans, sont typiquement des OGM parce qu'ils ont acquis des gènes bactériens. Donc on voit que ce n'est pas forcément bon, mais ça existe et ça fait partie de l'arsenal. Est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas? Alors, je ne voudrais pas rentrer dans un débat et qu'on se batte sur ces histoires-là, mais il y a un truc qui est clair. C'est que l'outil OGM, maintenant, il est proscrit par la plupart des consommateurs. Pourquoi? Parce que les consommateurs n'ont pas été pris dès le début, et les citoyens, en fait, n'ont pas été pris dès le début dans la discussion. Et si jamais on doit discuter de CRISPR pour justement réduire les temps d'obtention de variétés intéressantes, discutons-en ensemble. Et avant que les gens découvrent qu'un truc qui est sur leur table a été manipulé comme ça. Parce que sinon, on retournera au problème qu'on a pour les OGM, c'est-à-dire celui d'un débat qui est bloqué entre les pour et entre les contre, et qui oblige finalement à ne pas utiliser, dans la plupart des cas, les bonnes solutions, alors même que d'ailleurs, dans d'autres pays, on utilise des mauvaises solutions. Et ce que je veux dire, c'est bon, cette discussion, Jacques, il faut qu'on l'ait aussi avec les citoyens. Parce que la question technique, je pense que ta question la résout d'emblée. C'est vrai que ça va plus vite. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Alors, une question de Jean-Louis Bernard, qui est notre vaste président de l'Académie. Nous vivons dans un temps où certains disent que la réglementation étrangle l'agriculture. L'agriculture évolutive ne doit-elle pas être d'abord un état d'esprit qui doit garder beaucoup de souplesse par rapport aux réglementations? Bonne question. L'agriculture évolutive, c'est comme les OGM. Ça peut être le pire ou le meilleur selon ce qu'on en fait. Alors évidemment, je pense que c'est quelque chose qui doit pénétrer la prise de décision, la définition de nouvelles variétés, de nouvelles stratégies de lutte. Voilà, c'est une sorte de toile de fond, mais cette toile de fond doit vraiment être plus qu'un décor comme celui qui est derrière moi. Elle doit vraiment pénétrer les solutions que l'on trouve. Après, par rapport à la réglementation, bon, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais j'ai tendance à penser aussi comme chercheur et vivant des évaluations et effectivement, il y a des problèmes de cet ordre, ça c'est sûr. Il y a un peu trop de réglementation. Par contre, ce que je pense, c'est que si un jour, on doit vraiment lutter ensemble contre des maladies, et si on doit se dire, telle année, tel fongicide, telle année, tel autre fongicide, pour justement créer un parcours du combattant infranchissable pour l'évolution des pathogènes, il y aura peut-être un besoin de coordination à l'échelle d'un paysage, ou à l'échelle d'une région, ou à l'échelle d'un pays, ou de plusieurs pays. Et donc, sans vouloir appeler de la réglementation, et je pense que notre pathogène, il n'évolue pas dans les parcelles, il évolue dans l'ensemble des parcelles, et il y aura un moment, sinon de la réglementation, du moins de la coordination sera nécessaire. Alors, je propose peut-être de terminer avec une dernière question qui me paraît assez longue, de Jean-Marc Boussard. La principale leçon, il faut conserver de grands programmes de recherche, même quand on croit avoir trouvé des solutions. En même temps, il faut aussi éviter les faux problèmes.
Tout le monde s'arrache les yeux à propos du glyphosate qui serait toxique. Mais de toute façon, il faudra bientôt s'en passer parce que son usage répété va créer des résistances. La solution serait plutôt à chercher du côté des petits robots intelligents capables de détruire les adventices en courant dans les rangs. Cela pourrait-il être classé comme une innovation évolutionniste? Bonne question. Alors, non, mais alors, bon, très bien. C'est une super question pour terminer. J'ai écrit une petite, enfin non, je l'ai écrit, mais en réalité, ça passe pour une interview. J'ai passé une petite interview dans Télérama sur la Reine Rouge et la coévolution, où je dis pas autre chose. On peut évoluer aujourd'hui, non seulement biologiquement, mais on peut évoluer avec notre évolution culturelle. Et donc, le coup des petits robots qui courent, c'est un exemple de ça. Alors, le problème de ces petits robots qui courent dans les parcelles, c'est leur coût qui peut être prohibitif pour certaines cultures, et puis aussi, c'est leur coût CO2, parce qu'ils vont encore nous bouffer de l'énergie. Et on a ce vieux problème là avec l'effet de serre et la production et notre surconsommation, notre addiction à la consommation d'énergie. Du coup, moi, je préférerais éventuellement semer, je vais proposer quelque chose d'un peu bizarre, hein, je voudrais semer les mauvaises herbes moi-même. C'est-à-dire que je sais qu'en interrang, entre deux rangs de blé ou entre deux rangs de vignes, il va y avoir de la mauvaise herbe. Bon, eh ben, je vais semer de la bonne herbe. C'est-à-dire un truc qui occupe l'espace et qui limite la compétition avec les racines ou avec les feuilles. C'est-à-dire un truc qui fixe de l'azote et qui ne va pas m'empêcher techniquement de récolter ce que j'ai envie de récolter. Moi, j'aimerais bien jouer avec plutôt des choses comme ça, qui finalement sont des jeux écologiques et peut-être moins des jeux technologiques, parce que la technologie, elle nous fait du CO2. Mais cela dit, dans les deux cas, et là je rejoins vraiment cette idée, ouais, on a des moyens de lutte différents, effectivement. Et en plus, pour revenir sur le glyphosate, on aura eu tous les mots-clés pour se battre, mais on va pas en parler, donc on ne va pas en parler, hein, c'est comme pour l'affaire Dreyfus, nous n'en parlerons pas. Mais pour le glyphosate, de toute façon, il y a une telle pression sociétale qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, à un moment, on est obligé de suivre. Et je terminerai sur cette idée, effectivement, c'est avec la recherche qu'on peut répondre demain aux pressions sociétales, aux pressions environnementales, et la recherche, c'est ce qu'on a de mieux pour évoluer, ou pour faire évoluer. Et donc, quelque part, derrière cet appel à une agriculture évolutive, et donc en perpétuel questionnement, l'outil, c'est bel et bien la recherche. Cette question soulignait très joliment le point d'orgue, la recherche, il faut y croire. Écoute, Marc-André, je pense qu'on peut te remercier de la part des 130 personnes qui ont participé à ta conférence dans notre salle virtuelle, te remercier au nom de l'Académie, te remercier au nom d'Agrénium, mais je laisserai dire un petit mot à Aristide. Et pour démontrer qu'à l'Académie, nous ne sommes ni tristes ni ennuyeux, je voudrais terminer par un trait d'humour qui t'est envoyé par ton collègue Michel Dron. Et je vais lire très exactement ce qu'il te dit. Marc-André, toi qui es un grand voyageur, notamment dans des régions du Sud, tu as dû voir des vieilles personnes en Chine ou dans le nord-est du Brésil se mettre à genoux pour planter et pour désherber. C'était le petit trait par rapport aux genoux. Oui, et c'est pas très bon pour les genoux. En tout cas, merci aux auditeurs, merci beaucoup.